Alors, moi, je voudrais vous dire d'abord, je suis heureux d'avoir pu contribuer très modestement en tant que député à vous accueillir ici. Et je remercie les services de l'Assemblée. Je voudrais remercier ceux qui, au quotidien, nous donnent des informations très précises et font ce travail méticuleux de recherche pour nous donner des arguments, parce qu'on nous fait passer pour fous, alors que nous ne sommes pas fous, et que nous voyons bien que derrière cette affaire de Linky, il y a la mise en place de ce que j'appelle un État totalitaire, d'esprit totalitaire, parce que c'est un symbole. Olivier Clodon, nouveau maire de Hyères qui m'a succédé, a repris dans le même esprit notre volonté de bloquer, ou du moins de laisser le libre choix aux habitants de refuser ce compteur. Il va vous raconter le quotidien d'un maire qui se bat tous les jours avec nos équipes pour empêcher l'installation sauvage, parce que ce sont eux les sauvages, l'installation sauvage de ce compteur. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher le combat. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons été les précurseurs, que je salue d'ailleurs tous les il est où pardon parce que ça sonne, c'est pas Clément Mazon, il est passé où? Tiens, ça vous en dit parce que c'est justement là où il y a des gens bloqués. Si vous voulez rappeler Brigitte Ferrand. Donc, j'en étais au libre choix. Il est fondamental de tenir sur ce combat. Au départ, on nous a pris pour fous. Ensuite, les quelques maires qui avons pris des arrêtés de refus, comme j'ai fait hier quand j'étais maire, et qu'a confirmé Olivier, on nous a fait pression. On a essayé de nous séduire, on a essayé de nous faire peur, on a essayé de nous menacer. Et à l'époque, on nous a dit, surtout, comme on vous le dit souvent, vous ne pouvez rien. Vous êtes le pot de terre contre le pot de fer, vous n'y arriverez pas, c'est foutu, c'est fini. Le seul message moi, que je veux donner en ouverture, et puis après il faut laisser les experts parler, moi je ne suis pas là pour parler trop, mais le seul message que je veux dire, c'est qu'il faut s'accrocher. Au départ, nous étions très seuls, et puis je vois quand même qu'il commence à y avoir des articles dans les journaux. Je vois que le rapport de la Cour des comptes nous a aidés. Je vois malheureusement qu'il y a des incidents ici ou là, ou des accidents qui sont cachés, et que la multiplication de ces îlots de résistance dans les petites communes à travers les mers, ou dans les plus grandes comme la nôtre, par les associations, par les simples citoyens, par les journalistes, par les autorités sur la Cour des comptes, eh bien, ces petits îlots de résistance, à un moment, peuvent nous permettre de franchir un effet de seuil et d'alerter l'opinion publique et de retourner l'opinion publique. Car, et j'en finis là-dessus, 5 milliards d'euros pour mettre en place un système moins efficace qu'avant, plus dangereux, qui ne marche pas, c'est quand même extravagant au moment où l'argent public est rare. Alors on nous casse les pieds sur la SNCF en permanence, on fait croire beaucoup de choses sur la SNCF, et en même temps on gaspille 5 milliards d'euros pour un système qui ne marche pas, et on réduit au silence les gens, et tout ça dans l'indifférence, dans la soi-disant indifférence générale. Donc bref, avec tous les éléments de ce colloque d'aujourd'hui, je pense que vous allez repartir dans vos associations diverses, dans vos communes diverses, avec davantage d'éléments. Et c'est par ces petits éléments que par effet de chaîne, on arrivera, je pense, à avoir un retournement. C'est l'espoir que l'on forme, mais je pense qu'on a déjà fait le plus dur, et voilà pourquoi j'ai envie de vous dire, ne cédez rien, vous êtes dans votre bon droit, ces compteurs appartiennent à la nation, c'est-à-dire aux communes, et il n'y a aucune raison de se voir imposer ces compteurs Linky de cette façon-là. Voilà, je vous remercie beaucoup, bons travaux, et je passe la parole à Olivier qui va vous raconter le quotidien d'un maire harcelé, comme vous, par ceux qui veulent imposer ce compteur. Merci Nicolas. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques non plus, il y a suffisamment d'experts autour de nous aujourd'hui qui vont y revenir tout à l'heure. Mais vous parlez effectivement du quotidien d'un élu local, d'un maire, par rapport à cette affaire des compteurs Linky. D'abord, la mission d'un maire, pour moi, mais comme pour Nicolas
précédemment, la mission principale, la mission première, je dirais, c'est de protéger nos administrés. Les protéger contre toutes les menaces, toutes les difficultés et tout ce qui peut, à un moment donné, provoquer un danger ou être un danger pour eux. Et lorsqu'on a vu apparaître l'affaire du Linky, on était ensemble à l'époque, quand on les a reçus la première fois, on a entendu tout d'abord que des belles promesses, que des jolies choses. C'est-à-dire que le compteur Linky, d'abord ça ne devait pas être énergivore. Bon, on a su quelques mois après que ça consommait de l'énergie. On nous a dit, ça ne sera pas non plus émissif, ça n'émettra pas d'ondes. Et puis on s'est rendu compte très rapidement que si, le compteur Linky, bien sûr, émet des ondes. Et puis après on nous a dit, mais vous savez, ça sera un plus pour vos administrés, parce que ils pourront régler leur consommation. Bon, nous, on ne fera rien de ces éléments-là, mais eux pourront par contre régler et optimiser leur facture. Bon, on sait depuis que le compteur Linky ne permet aucune économie réelle d'énergie, et au contraire même, il est énergivore, il consomme lui-même, même lorsque tous vos appareils sont éteints. Et pour beaucoup de témoignages qu'on reçoit, la facture de fin de mois a plutôt augmenté plutôt que d'avoir réduit. Bon. Et puis on nous a dit aussi, et ça c'était le dernier argument, on nous a dit, mais sur la santé il n'y aura aucun effet et aucun danger, puisque le compteur n'émet pas d'ondes, donc on a déjà fait qu'il en émettait, et quand bien même il en émettrait, il en émet tellement peu, de toute façon, ça serait comme avoir un deuxième, je me souviens de ce mot, ça serait comme avoir un deuxième four à micro-ondes à la maison. Bon. Je me souviens de l'expression qui avait été donnée pour nous dire, voyez, comme quoi c'est bon. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'ANSES, notamment, vient de demander des études complémentaires pour voir quels étaient les réels effets du compteur sur la santé des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes peut-être, on ne peut pas l'affirmer aujourd'hui, mais nous sommes peut-être à la veille, ou en tout cas au début d'un nouveau grand scandale sanitaire, comme d'autres l'ont été, comme l'amiante et comme d'autres, sans le savoir aujourd'hui, puisque les données techniques ne permettent peut-être pas de s'en rendre compte. En tout cas, en tant que maire, et en tant qu'élus locaux, et en tant que responsable de nos administrés, avec Nicolas, on a une obligation, c'est le principe de précaution. C'est ce qu'on vous doit. C'est ce qu'on doit à l'ensemble des habitants de Hyères, et c'est ce que chaque maire doit à l'ensemble de ses habitants dans les communes. Et moi, je dis qu'il est impératif aujourd'hui que les maires appliquent ce principe de précaution en faisant une chose très simple, délibérer en conseil municipal comme nous l'avons fait. Et la délibération, et je le dis parce qu'il y a un certain nombre de choses qui circulent dans la presse, est toujours valable aujourd'hui, à la minute où on se parle. Délibérer pour permettre aux Hyérois qui le souhaitent de refuser la pose de ce compteur Linky. Si simplement chaque maire faisait ça, appliquer ce principe de précaution, il donne les moyens juridiques, techniques, parce que nous, non seulement on a fait la libération, mais en plus, à chaque fois qu'ils essayent d'imposer un compteur de force, on envoie la police municipale. Plus d'une cinquantaine de fois, cette police municipale est arrivée sur le terrain, depuis 6 mois, là, et a empêché l'installation d'un compteur, physiquement. Bon. Alors, toutes les villes n'ont pas une police municipale, mais toutes les villes peuvent délibérer, et au moins permettre à leurs administrés de refuser la pose de ce compteur. Moi, je crois que si déjà chaque maire faisait ça, on aurait fait un nouveau grand pas. Et puis, il y a 2 autres points sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est que c'est la forme. Là, on a parlé un petit peu du fond, et on y reviendra tout au long de l'après-midi, mais la forme, quand vous voyez la façon dont se comportent les poseurs, c'est leur nom, de compteurs, qui sont soit des personnels des Enedis, soit des personnels qui sont des entreprises qui sont payées par Enedis pour venir faire le travail, lorsque ces gens-là ont sur leur note, leur consigne officielle Enedis, et M. Bellard, là, il faudra la projeter, je pense, tout à l'heure, quand vous avez écrit noir sur blanc, si une personne refuse de vous laisser rentrer dans son jardin, vous entrez quand même. Si la personne n'est pas là et qu'il y a un cadenas, vous cassez le cadenas, vous entendez bien. C'est écrit noir sur blanc sur la fiche. C'est-à-dire sur la feuille de travail des ouvriers d'Enedis. Quand on en est là, et on est où? Oui. On n'est plus exactement. Dictature, exactement. Ah, oui. On est dans une dictature. La forme est scandaleuse, pour moi. Elle est peut-être encore même plus que le fond. En tout cas, elle est tout autant que le fond. Et puis, il y a un dernier point qui, moi, je trouve que... Et heureusement qu'on en parle, nous, parce que je trouve que les médias ne s'empressent pas beaucoup d'en parler. Voilà. C'est qu'il y a un autre scandale, alors qui n'est pas sanitaire, qui n'est pas
mais qui est quand même extravagant, c'est que les compteurs qu'on nous retire, les actuels compteurs, ils sont propriété des villes, ou à tout le moins des syndicats auxquels les villes ont rétrocédé la compétence. Mais ce ne sont pas les propriétés d'Enedis. Or, les personnes d'Enedis qui viennent changer les compteurs, ils repartent avec l'ancien compteur. C'est-à-dire qu'ils repartent avec un objet qui n'est pas leur propriété. Ben, ça s'appelle du vol. Voilà, c'est très simple, c'est caractérisé par la loi, ça s'appelle du vol. Et au jour d'aujourd'hui, moi je suis surpris que ça ne sort pas plus dans les médias, il y a des millions de compteurs, des millions de compteurs qui ont déjà été retirés. Et en tout cas, les compteurs de hier qui ont été retirés, et bien moi aujourd'hui, dont nous sommes les propriétaires, et ben je suis incapable de vous dire où ils sont. Voilà. Donc il y a énormément de points sur lesquels nous pouvons agir, sur lesquels nous devons agir. Moi, je ne remercierai jamais assez M. Bellard, enfin toute l'équipe, tous ceux qui ont organisé ce colloque et qui se battent au quotidien avec nous. Mais j'allais dire que c'est plutôt nous qui nous battons avec eux parce que c'est eux les vrais fantassins et vraiment ceux qui sont sur le terrain. Et je vous dirais comme Nicolas que non seulement la partie n'est pas perdue, mais au contraire, un colloque comme aujourd'hui et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place qui va pouvoir en découler, la partie, elle peut être gagnée pour peu que chacun de nous se batte, continue la lutte et essaye de convaincre autour de nous, en tout cas nous on le fait pour les élus, auprès de nos collègues élus, pour essayer de renverser la vapeur, et moi je vous dis qu'on peut gagner. Merci. On va gagner, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Moi, l'équipe C, ne m'en voulez pas, et France Inter qui veut qu'on puisse dire un mot, donc je vais en profiter si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est très important qu'on relaie, qu'on fasse savoir. C'est un combat extraordinaire et je vous laisse bien travailler. Tout est enregistré de manière à ce qu'on puisse avoir des comptes rendus précis, parce qu'il y a vous tous qui avez pu venir, ceux qui ont pu venir, mais dans toute la France, il y a des petites communes, des maires qui m'appellent, qui nous appellent, qui suivent ce que vous faites. Hein. Et ce que vous faites, et vraiment je remercie les intervenants, c'est fondamental, parce que croyez-moi, quand on est maire, des petites communes tout seul, on sait que c'est juste, parce que ce qu'on fait c'est juste. Mais on a l'impression d'être face à un plafond de verre incroyable. Et tout ce que vous pouvez nous donner comme argument scientifique précis nous donne des armes extraordinaires. Donc c'est d'abord le combat intellectuel qui va permettre ensuite de gagner le combat politique et médiatique. Voilà pourquoi ce colloque est fondamental, vraiment. Et je vous remercie d'être venus tous malgré les difficultés. Oui, je crois que dans cette salle, il doit y avoir quelques élus. J'aurais bien aimé qu'ils se manifestent si c'était le cas. Je sais qu'il y en avait quelques-uns. Voilà. Merci d'être venus aussi. Ce que n'a pas dit monsieur le député et monsieur le maire, mais comme je peux vous dire, parce que nous avons envoyé un mailing aux 560 quelques maires de France qui ont posé des délibérations contre, ce qu'on appelle les maires courageux. Hier était la 97e, ce n'était pas les premiers, mais ça a bougé quand même. Aujourd'hui, 567, tous les jours, le compteur monte. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, des maires nous ont appelés de certaines communes pour nous dire qu'on voudrait bien venir au colloque. Nous avons reçu des coups de fil de certaines autorités, je ne dirai pas le détail, voilà. Donc voilà, si c'est une méthode d'intimidation qu'utilise la maison Enedis avec son pouvoir, disons, que nous n'avons pas, nous, dans nos mains. Donc voilà, donc moi je remercie aussi les élus qui sont là, parce que ça aussi c'est du courage, il ne faut pas avoir peur d'affronter la chose, seul on ne fera rien, mais tous ensemble, effectivement, on pourra apporter. Il faut vraiment que les citoyens apportent aux élus comme les élus peuvent apporter aux citoyens. Merci. Monsieur Courtois, je suis délégué. On va vous expliquer un petit peu le déroulé de la journée. Vous avez eu de la communication par courriel, il y a eu quelques difficultés de courriel. Elles sont involontaires, hein, mais apparemment certains fournisseurs de courriel. Il a pris en flagrant délit. Désolé. Et oui. Il faut savoir qu'il m'a appelé dans la salle. Je me tourne. C'est pas le coup des médecins. Donc je disais,
Donc on vous a expliqué le déroulé de cette organisation. Ça fait à peu près 6 mois avec monsieur le maire et son équipe, monsieur le député, qu'on a eu cette idée folle, de faire ça un petit peu, de dire tiens, on fera bien colloque. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce député nous dise à l'Assemblée nationale. Donc c'était un petit peu aussi le petit clin d'œil. Bon, on a relevé le défi et rien n'est parfait. Je pense malheureusement qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer, d'autres qui n'ont pas pu venir avec les problèmes de grève. Donc néanmoins, on vous a donné un petit peu le sujet, mais par précaution, on n'a pas voulu donner les intervenants. Voilà. Et je pense qu'on a peut-être eu raison. On commence à se dérouler cet après-midi. Nous allons avoir plusieurs points. Donc un point sur la désinformation organisée par le système Enedis. Alors oui, effectivement, je vais passer en même temps. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu moins de lumière, s'il vous plaît, au niveau du rétroprojecteur? Surtout là-haut. Est-ce que c'est vu? Il faut enlever la lumière là-haut. Il faut enlever la lumière là-haut. Encore un petit peu moins de lumière, s'il vous plaît. Il faudrait mettre le sombre en fait ici. Juste le sombre au niveau de la scène pour qu'on puisse voir le rétroprojecteur. Parfait, merci. Bien, merci. Vous m'entendez dans le fond de la salle? Oui. Si vous m'entendez, vous levez le bras. Ah, super, merci. Non, c'est bon, assurez ça va. Très bien. Bon, voici le sommaire. Donc, ça va être minuté, on a déjà fait un peu trop tard. On va essayer de couper. De toute façon, j'ai une introduction à côté de moi, là, supplément, Moison, qui va nous couper s'il le faut. Donc, une introduction, elle a été faite. On a plusieurs points. Donc, il y a des informations, 10 articles détournés, législation, droit applicable, action de justice. Ça, c'est le bloc juridique. Je pense que parmi d'entre vous qui travaillez aussi en collectif association, vous avez beaucoup d'informations. C'est bien peut-être aussi de faire un peu le point. On parle dans l'autosatisfaitie, mais aussi ça permet de recadrer. Les spécialistes du droit qui seront à cette tribune. On aura un pôle santé, santé publique, reconnaissance des EHS, le EHS et le droit, l'impact sur des reconstructions dentaires. Vous allez voir, c'est un sujet qui est un peu particulier, qui n'a pas été avancé dans le détail. La partie technique, avec spectre électromagnétique radiofréquence, une partie politique économique, intelligence économique, et le courage des maires qu'on a un petit peu avancé tout à l'heure pour des raisons de timing. Monsieur le maire de hier a pris la main dessus. Voilà, donc à chaque point, vous allez avoir des intervenants, on va leur mettre le chronomètre dans les mains, ça va être 8 minutes, 10 minutes maximum. On a voulu que ce soit assez exhaustif, mais condensé. Donc il y a de l'attention, on ne répondra pas à toutes les préoccupations. Il va y avoir deux coupures, 2 pauses de 20 minutes pour vous faire souffler d'une part, et aussi pour vous donner la main à la salle pendant 20 minutes. Donc après le bloc juridique et après le bloc santé. Voilà. Voici l'organisation. On va démarrer peut-être, je vais garder la main juste rapidement, mais ça a déjà été dit par monsieur le maire hier, sur la partie des informations. Aujourd'hui, le constat est le suivant. Nous avons en face de nous une société qui s'appelle Enedis, qui est une entreprise privée. Ça, c'est important. Elle se targue d'être de service public, c'est vrai. Elle est une émanation, une filiale à 100%, d'EDF, qui est une entreprise privée, il ne faut pas l'oublier. Donc l'ambiguïté, c'est qu'Enedis joue de cette ambiguïté en pensant que EDF et Enedis sont des entreprises d'État. Il y a très longtemps qu'elles sont parties dans le domaine privé, et le mot service public laisse dans les oreilles des personnes le mot public. Et c'est là-dessus qu'ils arrivent à forcer par les portes ou à endormir un peu le monde. Donc en face de cela, on a une équipe de communication, enfin d'autocritique pour eux, qui est franchement mauvaise. Le président du directoire, il n'est pas très clair quand il dit les choses, sauf quand il parle de Big Data. Le directeur du programme Linky, Bernard Lassus, je pense que vous l'avez déjà un petit peu vu quand il parle. Là aussi, c'est vraiment des informations, et Mme Gladys Larose, voilà pour les 2 intervenants principaux, ne vaut pas mieux, y compris dans les médias. Quand on les met devant leurs propres contradictions, ils sont sans réponse. Donc effectivement, il y a des désinformations permanentes, y compris par les courriers, y compris par le téléphone, tous les moyens sont bons, effectivement, ils seront constatés pour imposer ce fichu compteur. Face à cela, certains médias, mais relativement peu, ont pris la main sur ce projet des compteurs et ont relayé des informations souvent contradictoires. On ne va pas les citer, mais néanmoins, il y a des informations, quelque chose d'important, parce que c'est comme une rumeur, si vous ne la cassez pas dans l'œuf, ça propage. Face à ça, il faut vraiment, chacune et chacun, et comme vous pouvez le faire, c'est recadrer les choses. Il faut le faire de façon simple, déterminée, et avec des arguments.
quand vous leur posez des arguments qu'ils vous assènent comme une loi, un décret ou une directive, ils sont incapables de vous sortir le contraire de ce qu'ils ont dit. Et ils sont capables de réitérer. Donc la désinformation existe. Elle est organisée. Je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. Mais néanmoins, nous aussi, on peut faire de la désinformation ou faire de la moi j'appelle ça plutôt de la contre-information. Voilà. Donc c'est un point qu'il faut regarder. Les médias sont un bon relais aujourd'hui, que ce soit dans la presse locale, régionale, nationale. Tous les jours, quasiment, il y a un article sur les compteurs communicants. Tous les jours, quasiment toutes les semaines, il y a au moins une vidéo, au moins une chaîne de télé, etc. Quelque chose. Donc, il faut vraiment tenir ce vecteur-là et faire en sorte qu'ils ne prennent pas la main sur ce vecteur-là. Parce que s'ils prennent la main sur le vecteur communication, c'est très difficile. Pour l'instant, c'est vous qui le tenez sur le terrain aussi, il faut le maintenir. Donc, désinformation, elle est facile à contrer. On a des arguments, certains et certaines, on travaille depuis 2015, fin 2015 sur ce dossier. On peut mettre en commun nos connaissances. On peut essayer de monter ce qu'on appelle des pôles de compétences, qui peuvent être techniques, juridiques, sanitaires, médias. Parce que dans la population, il n'y a pas des abonnés. Il y a toute la population, toute la société qui est présente. Et si vous avez des personnes qui sont spécialisées dans les médias, de la com, qui sont dans les vidéos autres, on peut monter des choses. Voilà. Là, je vais terminer sur ce point des informations. Monsieur. Monsieur Porfort, je suis délégué régional de l'ARTAC, l'association des fameux professeurs Belpom, et aussi représentant, porte-parole du collectif Reuil Santé à Reuil-la-Maison. Je vais vous énoncer des articles de loi bafoués par Enedis. Le premier, vous l'avez tous remarqué, le comportement agressif de cette société par rapport aux poseurs. Pratique commerciale agressive interdite par le Code de la consommation, en violation des articles L121.6, L121.7, L132.10 et L132.11. Installation forcée hors la loi, en l'absence de la notion d'obligation d'installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française. Troisième point, installation contrainte hors la loi, en l'absence de l'accord préalable du client et ou de la signature d'un avenant obligatoire en pareil cas. Ensuite, rétroactivité des lois. Violation de l'article 2 du Code civil sur la rétroactivité des lois. 5. Violation des articles L111.1, L111.2, L224.1, L224.7, ainsi que R212.1, alinéa 3 et R212.2, alinéa 6 du Code de la consommation. Interdiction de modifier un contrat de façon unilatérale. Ensuite, tous les points que j'évoque seront détaillés plus amplement par un confrère. Violation de propriété. Pour les compteurs situés à l'extérieur d'une propriété, mais à l'intérieur de son bornage, et remplacés sans l'accord du client. Violation des articles 226.4 et 432.8 du Code pénal. Septième point, pour le transfert des données personnelles, violation de propriété, pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne CPL. Absence d'une licence opérateur télécom obligatoire, permettant la transmission de données data par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national en violation du décret N90-534 du 27 mars 1993. C'est pas fini. Courbe de charge et données personnelles concernant la captation et l'utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles. Violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012. Violation de l'article L341.4 du Code de l'énergie, ainsi que de l'article 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est pas fini. Assurance, responsabilité civile. Violation pour absence de l'assurance responsabilité civile professionnelle et de l'assurance biennale et décennale obligatoire. Violation des articles 1792-3, 1792-4, 1792-4, 1 du Code civil. Emploi, c'est pas fini, j'ai laissé terminer. Emploi non qualifié.
pour les emplois non qualifiés des poseurs de Linky, violation du décret N98-246 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Voilà. Ça en fait beaucoup. Il y a des liens avec les artisans. Oui, de deux mots. Bon, ça ne va pas être peut-être vous apparaître rébarbatif ces textes de loi, mais vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces textes. Je pense que là, vous avez à l'estrade des avocats, des professionnels vraiment du droit, qui ont bien fouillé la chose et qui pourront vous le développer. Et face à cela, effectivement, l'Enedis ne peut pas répondre. Donc c'est des points aussi, ces messages-là, vous pouvez également les passer auprès de vos élus. Parce que les élus pensent complètement être démunis là-dessus, et s'ils voient qu'ils ont une opposition, ou des citoyens qui se mobilisent et qui commencent à leur parler du droit, ça ne va pas les fâcher, ça va les rassurer. Voilà. Bien, moi je suis Jean-Pierre Roy, je suis donc conseiller juridique de l'association française Fréquence Santé. On vient de voir la liste des infractions relevées et commises au quotidien dans le cadre du déploiement des capteurs communicants Linky. Sur le plan juridique, nous l'avons vu, il y a des points. D'une part, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 qui précise dans son article 10 que le principe de libre choix introduit par la directive de 2004 permet aux États membres d'exercer leur droit de décider ou d'imposer ou non l'utilisation des instruments de mesure régis par la présente directive. Toute liberté est donc donnée à chaque État membre d'imposer ou non ce capteur. Affirmation confirmée le 11 août 2017 par le secrétariat de M. Jean-Claude Juncker en réponse aux interrogations d'un élu, qui précise que les États membres ont toute latitude pour statuer sur ces questions. Il s'agit par exemple de scénarios envisageables, à savoir le caractère obligatoire ou facultatif du déploiement sur leur territoire, le remplacement éventuel des compteurs existants, ou la possibilité pour les consommateurs de ne pas adhérer au système ou de le faire plus tard. Quant à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, auquel Enedis fait souvent référence, les gestionnaires réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison liés aux moyennes statistiques basées sur leurs données de consommation locale et nationale, ce qu'on a déjà aujourd'hui avec nos factures EDF, donc il n'y a pas de grand changement. Dans le cadre de l'article 337.3, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur. On est donc très loin d'une obligation pour le client final, puisque la loi prévoit simplement de proposer ou de mettre à disposition. La notion d'acceptation et d'obligation d'accepter n'est donc présente ni dans les directives européennes, ni dans la législation française. On parlait tout à l'heure de l'article 2 du Code civil. Il protège les contrats contre toute modification à venir, puisqu'il interdit toute rétroactivité. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par les lois en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Un contrat signé reste donc valide en fonction de la législation et des conditions contractuelles en vigueur le jour de la signature. Les contrats signés avant 2012, qui n'intègrent dans leurs conditions générales ni les fréquences additionnelles nécessaires au fonctionnement du Linky, ni la captation des données personnelles concernant à ce jour une très grande majorité des Français, plus de 80% des contrats, ne sont donc pas concernés par ces modifications, s'ils n'ont pas signé d'avenant depuis et sont donc couverts par le législateur en cas de contestation. Les spécificités techniques du Linky, qui modifient la nature et les caractéristiques techniques de l'électricité fournie, tout en modifiant également sans autorisation contractuelle la plage de 50 Hz définie par la loi, en font de fait un produit qui ne correspond plus aux normes auxquelles il était censé répondre dans l'accord contractuel signé antérieurement. Elle met donc de fait Enedis et ses prestataires en dehors du cadre légal s'ils procèdent à une installation sans prendre en compte la date de signature et la nature exacte des CGV souscrites. Enedis et ses prestataires se livrent quotidiennement à des actes indignes du service public, tels que le harcèlement téléphonique, les intimidations, les menaces verbales, voire les violations de domicile pour lesquelles, bien que de lourdes sanctions soient prévues et que les citoyens concernés soient dans leurs droits, peu de plaintes soient déposées par peur ou par ignorance. On vous rappelle ici les différents éléments des articles 432.8 et 226.4 du Code pénal. Enedis aura bien du mal à s'exonérer de sa responsabilité et de sa complicité en regard des recommandations faites aux sociétés de pause et mentionnées sur la fiche qui vient tout de suite derrière et que vous connaissez tous, on en a parlé tout à l'heure, cette fameuse fiche adressée aux poseurs qui est un véritable scandale puisque ça les incite à faire ce que l'on appelle de la violation de domicile ou des atteintes aux droits privés, ce qui est tout à fait anormal pour une société censée représenter le service public. Pour forcer les consommateurs à accepter le capteur Linky, Enedis s'appuie également sur l'article 322.8 du Code de l'énergie
qui leur permet d'exercer, je cite, les activités de comptage ainsi que le renouvellement des dispositifs de comptage. Au travers de cet article, il ne lui a en aucun cas été délivré l'autorisation de s'approprier la surveillance ou le contrôle des usages du client, celui des puces intégrées à tous les appareils domestiques branchés sur le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle. De plus, ce capteur communicant que l'on tente depuis des mois de nous imposer est loin d'être technologiquement conforme à sa destination et à la description qui en est faite et qui le définissent dans la majorité des contrats en cours. Il est bon de rappeler qu'un système de comptage est un appareil qui permet de contrôler ou de visualiser une consommation à un instant T, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc. Rien d'autre. Ce que l'on tente de mettre en place est non seulement une ingérence dans la vie privée, mais cette dernière, faite majoritairement sans l'accord et la signature éclairée du client, viole non seulement ses droits contractuels et légaux, mais en plus est contraire aux dispositions prévues par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui vous indique que nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, et que toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. On peut voir maintenant ce qui définit aujourd'hui le capteur Linky, le fameux logiciel qui a été présenté, ça on peut le passer, voilà. Voilà, donc stop, voilà, donc on a effectivement eu ce fameux panneau qui nous montre comment on utilise aujourd'hui le Linky. Ça a été présenté à la convention à l'espace Champéret entre Enedis, Capgemini et un certain nombre d'opérateurs en 2016. Vous pouvez voir sur cette diapo que vous avez le four à micro-ondes, vous avez le lave-vaisselle, vous avez la plaque de cuisson, mais vous avez des petites flèches sur le côté qui permettent évidemment de reconnaître l'ensemble des signatures numériques qu'émettent l'ensemble des appareils contenus dans la cuisine. Mais ça ne se contente pas dans la cuisine puisque ça rayonne dans tout l'appartement et c'est un espion à domicile. Cette prise de contrôle qui s'exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qui effectue les appareils Linky est également une violation du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Voici l'autorisation que normalement Enedis devrait vous faire signer. On peut constater que cette obligation de signature préalable n'est absolument pas respectée, qu'il n'y ait aucune mention n'en est faite dans la lettre qu'EDF adresse au client pour annoncer le changement du compteur, pas plus que dans le courrier qu'adresse Enedis au client pour donner l'identité de la société.